Dans nos précédentes vidéos, vous avez appris le rôle du JRE qui est composé de l'API Java et de la JVM. Mais revenons dans cette partie sur la gestion de la mémoire en Java. Le rôle de la JVM est de lire une application composée de fichiers .class sous différents formats. Zip, jar, war ou encore un simple tableau d'octet par exemple. Alors à l'aide de quoi? À l'aide d'un chargeur de classe et de l'exécuter ainsi que l'API Java. Dans cette vidéo, nous allons entrer un peu plus dans le détail de la gestion de la mémoire en Java. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La machine virtuelle Java ou JVM pour Java Virtual Machine est tout simplement un environnement d'exécution pour application Java. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette JVM? Elle assure l'indépendance du matériel et du système d'exploitation lors de l'exécution d'une application Java, en ne l'exécutant pas directement dans le système d'exploitation, mais dans une machine virtuelle qui s'exécute elle-même dans le système d'exploitation et propose surtout une couche d'abstraction entre l'application Java et ce système. Le JVM permet notamment l'interprétation du bitcode, l'interaction avec le système d'exploitation ou encore la gestion de sa mémoire grâce au ramasse-miettes, connu sous le nom de Garbage Collector, en exécutant des instructions qui manipulent différentes zones de mémoire dédiées à la JVM. Attention, la machine virtuelle ne connaît pas le langage Java, mais que le bitcode qui est issu de la compilation du code source écrit en Java. Les spécifications de la JVM définissent par ailleurs les concepts du langage Java, le format des fichiers .class, les fonctionnalités de la JVM évidemment, ou encore le chargement des fichiers .class, le bitcode, et évidemment la gestion des threads et des accès concurrents. On reviendra sur cette partie un peu plus tard, promis. Pour info, il existe d'ailleurs de nombreuses implémentations de JVM dans le monde. Les plus connues sont évidemment celles de Sun Microsystems, Oracle ou encore IBM. Il y en a pas mal, Azure, il y en a un paquet. Heureusement pour nous, Java propose de simplifier la vie des développeurs puisqu'il n'est pas possible d'allouer de la mémoire explicitement. C'est la création d'un nouvel objet avec l'opérateur new que vous connaissez sans doute lors de l'instanciation d'une classe qui alloue la mémoire requise. De plus, la JVM dispose d'un ramasse-miettes ou Garbage Collector, on en parlait un petit peu avant, qui se charge de libérer la mémoire des objets inutilisés. Mais comment fonctionne ce fameux ramasse-miettes? La machine virtuelle Java utilise un processus de récupération automatique des objets en mémoire qui sont inutilisés. Ces objets inutilisés ne sont autres que les objets qui ne sont référencés par aucun autre objet. Alors cela évite aux développeurs d'avoir à se soucier de cette récupération dans le code, mais cela présente tout de même quelques inconvénients. D'une part, il n'est pas possible de connaître le moment où la mémoire d'un objet sera libérée, et d'autre part, le ramasse-miettes ne permet pas aux développeurs de connaître son mode de fonctionnement et de prendre quelques précautions pour éviter les fuites de mémoire, et ça c'est plutôt dommage. Il faut savoir que chaque JVM implémente son propre ramasse-miettes qui peut mettre en œuvre plusieurs algorithmes pour rechercher les objets inutilisés, pour récupérer automatiquement ces objets et les supprimer de la mémoire. Le stockage des données dans la JVM est opéré dans différentes zones réparties en deux grandes catégories. Les zones de mémoire dont la durée de vie est égale à celle de la JVM qui sont créées au lancement de la JVM et sont ensuite détruites à son arrêt. On retrouve également les zones de mémoire liées à un thread dont la durée de vie est égale à celle du thread concerné. Plusieurs zones de mémoire sont d'ailleurs utilisées par la JVM. On retrouve par exemple les registres, register, qui sont des zones de mémoire utilisées par la JVM exclusivement lors de l'exécution des instructions du bitcode. On retrouve une ou plusieurs piles, on en reviendra sur les piles juste après. On retrouve également un tas, appelé heap en anglais, ou encore une zone de méthode nommée méthode area en anglais. Mais à quoi correspond-il vraiment? Explication. En Java, chaque thread possède sa propre pile dans laquelle on retrouve les variables locales, les paramètres, les valeurs de retour des méthodes invoquées par ce même thread. Attention par contre, seules les données de type primitif et les références aux objets peuvent être stockées dans la pile. Autrement dit, pas d'objet ici. La taille d'une pile peut être précisée à la machine virtuelle, cependant attention aux exceptions de type par exemple Stack Overflow Error dans le cadre d'une pile trop petite,
pour les besoins du thread, ou out of memory error si la mémoire de la JVM ne permet pas l'allocation de la pile d'un nouveau thread. Le tas est quant à lui partagé par tous les threads de la JVM dans lequel elle stocke toutes les instances des objets créés. Attention, les tableaux étant des objets en Java, ils sont donc stockés dans le tas, même si ce sont des tableaux de type primitif. Dans le tas, la libération de cet espace mémoire est effectuée grâce au garbage collector que nous avons mentionné plus tôt. La taille du tas peut être fixe ou variable durant l'exécution de la JVM. Attention tout de même aux exceptions de type out of memory error, et bien si la taille du heap ne permet pas le stockage d'un objet en cours de création. La zone de mémoire méthode area est quant à elle partagée par tous les threads et stocke la définition des classes, des interfaces ou encore des constructeurs, des méthodes ou encore des constantes ou des variables de classe dites statiques. Alors cette zone est similaire à la pile, à la différence qu'elle est partagée par tous les threads. Finalement, la zone de mémoire code cache stocke le résultat compilé du code des méthodes. Le fonctionnement et la gestion de la mémoire en Java par la JVM n'a maintenant plus de secret pour vous. Il ne vous reste plus qu'à suivre nos vidéos pour créer vos premiers algorithmes en Java.